je vous parlerai donc de la mission Rosetta. En fait, quand je suis à l'observatoire, donc je sautais toute la partie système solaire, etc. Parce que bon, je le ferai ce soir, j'ai un exposé grand public et ça serait orienté plutôt grand public. Donc je passerai directement sur les problèmes cométaires, sur la mission Rosetta. Je décrirai l'atterrissage, qui est en soi intéressant, comment les choses se sont passées. Et après, je montrerai les résultats scientifiques que j'ai choisis, parce que, bon, évidemment, il y a énormément, donc il y a un choix qu'il fallait faire. Et bon, donc je certainement oublierai certains, mais voilà. Alors, et pourquoi Mission Rosetta? Bon, au départ, on s'est dit, la pierre des Rosettes pour... ah oui, c'est bon. La pierre des Rosettes pour... comme Champollion a décrypté les hiéroglyphes, nous voulons décrypter l'origine du système solaire parce qu'on pense que les comètes sont les réservoirs de la matière pristine et l'histoire donc de notre système solaire. Alors, nous savons donc qu'il y a des grands réservoirs des comètes, les nuages d'Oort qui se trouvent à des distances, on peut dire énormes, parce que ça va entre 40 unités astronomiques, 40 000 unités astronomiques jusqu'à 100 000 unités astronomiques. On vous rappelant qu'une unité astronomique, ça fait 150 millions de kilomètres. Et il y a la ceinture de Kuiper, donc c'est des réservoirs grands des comètes, d'où on a les injections par l'interaction entre les systèmes, entre les étoiles, en fait. On a des injections des comètes dans notre système solaire proche, et c'est ces comètes que nous voyons. C'est une comète là Hayakuta, qu'on a vue, je ne sais plus, 96, je crois, ou 98. Et voilà, donc les comètes, c'est une image que vous avez vue certainement, pas le même, mais les images des comètes. Donc il y a un noyau quelque part par là qu'on ne voit pas. Effectivement, sur une photo, on ne voit pas que c'était la Terre, donc c'est un peu difficile de connaître sa forme, on verra après. Il y a deux quais, il y a un quai de poussière, un quai ionique, qui est lié donc au vent solaire et à des quais de poussière un peu inclinés par la gravité solaire. Bon voilà, ça c'est une image un peu vieille en fait, comment quand on observe de loin et à partir des télescopes les comets, donc on a toutes les molécules qu'on a observées depuis longtemps en fait. Actuellement avec Rosetta, vous allez voir qu'on a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus des composants qu'on observe avec nos instruments. Et donc, avec le vent solaire qui arrive de ce côté, il y a l'ionosphère, il y a une partie ionisée qui se crée, avec les ions et les particules par an. En fait, ce n'est pas forcément les particules qui ont été éjectées, mais c'est souvent des particules, c'est des molécules qui ont été décomposées par les flux solaires et par les rayonnements. Alors, la première photo, en fait, pour vous rappeler d'une comète, c'est la photo qui a été faite par la mission Giotto. Et vous voyez, donc, ça a été fait il y a 30 ans. Et ces photos, c'est des premières photos de noyaux. On voit des jets, on voit, bon, les caméras, ça a passé à, je crois, quelques milliers de kilomètres, donc c'était pas très près. Mais les photos, bon, la qualité de photos, vous allez voir actuellement, sont beaucoup meilleures, mais ça fait 30 ans, donc c'est normal. Alors, ce que nous savons, ce que nous savions avant Rosetta, et ce qui n'a pas changé en fait, sauf qu'il y a des informations en plus évidemment maintenant, que bon, les comètes sont composées essentiellement de la glace, des glaces en fait, et H2O, COD, NH3, et en fait les comètes sont extrêmement noires dans ce sens-là que le soleil disons, la lumière n'est pratiquement pas réfléchie. Et donc on a en fait la surface, au moins de la comète qu'on observe actuellement, est très très noire. Et pourtant, donc, on sait qu'il y a au moins 80% de la glace d'eau à l'intérieur.
Mais on observe très peu sur la surface de la comète qu'on étudie actuellement. On ne voit pas très souvent la glace d'eau sur la surface. On voit plutôt les matériaux organiques, je dirais, noirs, carbonés. Alors, les glaces sont sous forme amorphe ou cristalline. Amorphe, et on est de plus en plus persuadé, vu les observations qu'on a, qu'il y a à l'intérieur, parce que bon, la glace amorphe, c'est des suppositions qui ont été faites depuis un certain temps, qu'à l'intérieur des comètes, il y a la glace amorphe, mais on n'a jamais mesuré ça. Maintenant, avec les observations qu'on a, des phénomènes qui se passent sur la surface, des jets, on pense de plus en plus qu'on voit aussi la transformation des glaces amorphes, des glaces cristallines. Donc, c'est ça qui est peut-être la source des jets. Mais bon, j'y reviendrai. Alors, et il y a partie réfractaire, donc il y a des silicates riches en fer, magnésium, aluminium, et les particules, donc et les poussières, sont mesurées par les instruments à bord, et il y a pas mal de résultats là-dessus actuellement. Alors ça, je montrerai plus tard, mais ça, c'est les réfractaires qui étaient mesurés sur les particules interplanétaires ou sur la comète Wild, où on a fait des observations. Donc vous voyez, il y a des formes, les particules sont très floconnées, ça veut dire très très poreuses et très floconnées. Et ça, c'est des minéraux, silicates, métal, sulfure, mais il y a énormément de composés organiques qu'on observe actuellement sur la comète qu'on étudie. Alors, les formes, que je parle de la comète, donc c'est des mesures dans Halley, la comète Halley qui a été mesurée. La dimension du noyau était en gros de 16 sur 7 km, avec une densité de 0,6. Et on a observé jusqu'à 2014, il y a eu des missions, en fait, des survols de comètes. La mission Rosetta, c'est la première mission qui accompagne une comète dans son mouvement. Donc du coup, on peut étudier au moins pendant 1 an, 18 mois. En fait, ça sera pratiquement 2 ans, on peut étudier continuellement la comète. Alors ça, c'est des photos des comètes qui ont été, sur lesquelles il y a eu des survols des missions essentiellement américaines, sauf Halley, évidemment. Et on voit que des noyaux sont finalement très très petits. Donc c'est des noyaux kilométriques qu'on voit ici, mais les formes très diverses. Alors, pourquoi on veut étudier les comètes et pourquoi la mission Rosetta? Donc je reformule ici quelques questions auxquelles nous voulons répondre. Et premièrement, on veut comprendre comment se formaient, ont évolué les comètes dans leur voyage autour du Soleil, pas dans les grands réservoirs comme nuages d'Oort ou ceinture de Kuiper, mais quand ils rentrent dans l'orbite terrestre proche, disons solaire proche, pas terrestre, on a une évolution, donc on veut comprendre les phénomènes physiques qui se passent, les propriétés physiques des surfaces et de l'intérieur, donc la composition des glaces, des grains, molécules, et la question qu'on se pose toujours, quel était le rôle des comètes dans l'évolution des planètes, dans l'évolution de nos planètes. Alors, et pour ça, donc la mission Rosetta, qui a été programmée il y a 20 ans, en 1995 exactement, décidée en 1995, oui. Et donc, c'est une sonde avec des instruments à bord qui sont sur la plateforme dessus, là. On le verra après. Et là, derrière, il y a un atterrisseur qui a atterri sur la comète, donc Cherenkov-Gerasimenko. Je vais dire après CG parce que c'est plus facile. Et on étudie cette comète depuis 18 mois, je dirais. Alors, il y a sur la mission Rosetta, il y a 11 instruments. En fait, quand on dit 11 instruments, c'est un peu faux. Parce que chaque instrument a sous-instruments, avec les responsables de ces sous-instruments. Donc, globalement, il y a plus d'instruments. Par exemple, Osiris, il y a des caméras. Sur Rosina, il y a 3 instruments pratiquement indépendants qui mesurent. Rosina, c'est le spectromètre de masse. Et il y a d'autres instruments, il y a des microscopes, il y a des détections de poussières, les plasmas,
sur le RPC, donc c'est des mesures de plasma, mais en fait, il y a 4, 5 instruments étudiant le plasma. Donc vous voyez, quand on part des 11 instruments, en fait, le nombre d'instruments à bord est beaucoup plus grand, et tout ça, il faut gérer. Pendant les expériences, il faut gérer la mémoire de la sonde, ce qui n'est pas vraiment facile. Et pour rappeler, la sonde a été construite et construite il y a 15 ans, ou un peu plus, donc avec la technique d'il y a 15 ans. Alors la mémoire des masses qu'on a à bord, c'est négligeable par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut jouer avec ça pour utiliser, et les transmissions. Bon, la transmission, je pense qu'on ne pourra jamais beaucoup améliorer parce que c'est la distance, la puissance et nos antennes au sol. Mais la mémoire des masses, donc la gestion des... Bon. Alors sur l'atterrisseur, il y a 10 instruments. Et donc vous voyez, c'est Philae, il s'appelle Philae, donc on a les pieds sur lesquels l'atterrissage s'est passé, les pieds qui sont instrumentés avec l'expérience type Sésame, donc pour mesurer les propriétés de la surface. Il y a donc des spectromètres pour étudier des cosaques, pour faire des analyses complexes, et aussi les Ptolémées qui font des études des poussières et la recherche en fait des molécules organiques. C'est les résultats, je dirais, essentiels au jour d'aujourd'hui de ces instruments. Et il y a donc magnétomètre qui a joué un rôle important pendant l'atterrissage. Il y a donc les caméras, et il y a l'expérience aussi dont je suis responsable, c'est un radar bistatique, mais j'en parlerai un peu plus tard. Alors voilà, donc la mission est partie en mars 2004, et ça a pris 10 ans pour arriver, avec un voyage extrêmement long, avec les rebonds sur la planète Terre et sur Mars, pour avoir une petite accélération, plus d'augmentation de vitesse pour pouvoir atteindre la comète, parce que ce n'est pas possible, disons, de tirer de la Terre directement vers la comète. On n'a pas d'énergie, donc c'est impossible. Donc, du coup, le parcours était très long et difficile. Et ce soir, je montrerai comment ça s'est passé, mais ici, je préfère parler de la science un peu plus. Donc voilà. Alors, on a décidé, après une étude de quelques mois de la surface de la comète, faire l'atterrissage. C'était une belle image, ce qu'on a imaginé avant de voir la comète. D'accord ? Bon, le lancement a eu lieu donc en mars 2004. C'est la photo que j'ai faite, donc je suis content, vous voyez. Là, c'est pas moi, c'était une caméra à côté, mais bon, voilà. Alors, la première surprise, c'était parce que, bon, on s'est rapproché sur la trajectoire de la comète en janvier 2014, parce que, bon, il y avait les réveils, premièrement, il y avait les réveils sortis d'hibernation de la sonde, qui était en hibernation pendant 2 ans et demi. Hibernation, ça veut dire qu'il n'y avait aucune fonction. Fonctionnaient que les horloges. Les horloges étaient programmées pour les réveils, et rien d'autre fonctionnait. Donc, c'était quand même un peu... Bon, on croyait bien sûr dans nos calculs, surtout les calculs de l'agence spatiale, mais bon, il y avait toujours une petite inquiétude. Et, bon, les collisions, c'est improbable, mais toujours pouvait quelque chose arriver. Et effectivement, le 21, on attendait les réveils à Darmstadt, donc, et c'était un peu, ça commençait à être un peu nerveux parce qu'elle ne se réveillait pas. Et ça durait à peu près 40 minutes avant que la sonde se réveille.
Bon, elle s'est réveillée, on a vu des signaux, tout le monde était content. Après, on a compris pourquoi elle ne s'est pas réveillée tout comme c'était programmé, parce qu'elle s'est mise en save mode juste avant. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Mais elle s'est réveillée, donc après, on s'est rapproché de la comète et on commençait à faire des photos. Alors voilà les modèles sur lesquels nous avons travaillé pendant, je ne sais plus quand c'était publié, dans 2004 ou quelque chose comme ça, par l'AMI, en utilisant les courbes de lumière. Donc, à partir des courbes de lumière, d'habitude, on inverse pour trouver la forme. Mais évidemment, pour inverser, on fait développement limité fonction sphérique. Bon, on trouve, et comme c'est vraiment limité, on trouve des formes bien arrondies, etc. Alors on s'attendait à voir quelque chose comme ça, et quand nous avons, au départ, disons, avant des observations, quand on a parlé d'atterrissage, on pensait à une forme comme ça. Bon, la surprise est arrivée rapidement quand la sonde s'est mise en place. Voilà ce qu'on observe. Vous voyez les images, quelques images de la comète. Et ça n'a rien à voir, c'est peut-être pas vrai. Ça, bon, la forme est différente, la dimension de la comète extérieure correspond à ce qui était dans le modèle. Ça est bon. Par contre, la forme est totalement différente, et moi je serais curieux de voir si maintenant on connaît la forme, voir si on fit cette forme avec nos courbes de lumière, si on trouverait quelque chose qu'on mesure. Mais bon, je n'ai pas vu l'article, je ne sais pas, j'espère que c'est en préparation. Donc voilà, vous voyez la forme est composée en fait des lobes, le petit lobe et les grands, le corps, je dirais. Et bon, au départ, on parlait de canard, maintenant je crois qu'on ne parle plus de canard. Pour moi, c'est plutôt une botte. Mais bon, donc, vous voyez, la forme est très irrégulière. On va continuer avec quelques images. C'est des images qui sont prises à partir du mois de mars, avril, oui. Et après, on se rapproche de plus en plus. On était à des distances de 10 km de la comète. Donc, la sonde était à des distances de 10 km. Donc, voilà. Alors, c'est une autre image qu'on a ici. Vous voyez la surface extrêmement irrégulière. On a donc ça c'est le corps et ça c'est la tête, le petit lobe. Et il y a une sorte de cou ici qui est clairement composé, au moins en regardant les dépôts, est différente des parties. C'est une image plus proche qu'on voit ici. Donc on voit les fossés ici, dont je parlerai un peu plus tard. Donc c'est vraiment surprenant. Et c'est des roches, mais en fait c'est roches au sens, c'est la glace en fait. C'est essentiellement la glace avec la surface composée plutôt des organiques, des matériaux carbonés qui sont avec un albado qui varie de 3 à 6 %. Donc c'est extrêmement sombre. Alors, voilà quelques paramètres concernant cette comète. Donc, premièrement, la masse, c'est 10 puissance 13 kg. Et la densité, en fait, au jour d'aujourd'hui, ça ne correspond pas parce que c'est un chiffre qui était fait, disons, le volume était obtenu avec les observations de la partie nord uniquement de la comète. La partie sud, et le pôle sud était dans l'ombre, il y avait la nuit polaire là-bas. Donc il n'y avait pas assez longtemps jusqu'à mai cette année, oui, avril-mai, on ne voyait pas vraiment, on n'avait pas des modèles des parties sud. C'est pour cela qu'on avait ici une densité qui est de l'ordre de 470. Il y a un article qui vient de sortir récemment, qui rectifie ces valeurs et on arrive plutôt vers 500, 520. Donc la différence n'est pas très grande. La porosité est de 60 à 80%. Concert, disons, l'expérience que j'ai détermine des porosités plus grandes, mais j'explique après. Et voilà les dimensions externes de cette comète. Donc, c'est une comète qui a des distances, des dimensions de quelques kilomètres,
avec une période de rotation de l'ordre de 12 heures qui diminue actuellement. Et après, voilà les paramètres, avec les températures surface qui sont ouais, c'est marqué en Celsius. OK, 4,23, moins 4,23 et 43 degrés. Et la subsurface, on mesure la température de subsurface dans des profondeurs centimétriques avec un instrument qui s'appelle MIRO, qui fait des études en utilisant le rayonnement millimétrique de la comète. Et il permet de déterminer la température de la subsurface. Ce qu'on sait, vous voyez que entre la surface et la subsurface, des gradients sont grands. Donc, c'est des très grands gradients de température, ce qui montre aussi que la propagation de chaleur n'est pas très, très, très grande. Alors, et maintenant, l'atterrissage. On s'est retrouvé devant cette forme de la comète, et on avait l'atterrisseur, et on voulait atterrir, évidemment. Donc, il y a eu toute une discussion qui a commencé entre les scientifiques de l'atterrisseur pour décider où est-ce qu'on va atterrir. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Je dirais les discussions, il y avait des discussions scientifiques, des discussions techniques. Finalement, il y avait un vote scientifique. On a décidé d'atterrir sur le site qui est indiqué ici comme le site J. Ça a duré, c'était des discussions un peu difficiles parce qu'il y avait des intérêts scientifiques différents, donc des discussions qui ont duré des réunions assez chaudes. Mais bon, voilà, on est arrivé à un compromis, donc on a décidé d'atterrir ici. Et alors, en fait, le cercle rouge montre l'incertitude ellipse d'incertitude qui était de l'ordre de 500 mètres ici. Et les sites d'atterrissage, c'était en blanc ici, et l'étoile, c'est là où on a presque atterri. Alors, comment les choses se sont passées? Donc, attendez, je voulais démarrer ça. Pourquoi ça ne démarre pas? Ah oui, c'est là. OK. Donc, pardon pour tout. Bon, voilà. Alors, on va partir vers la surface avec ce film, donc, et la séparation et la descente. La descente est extrêmement lente. Ça représente moins d'1 mètre par seconde quand ça descend. Et évidemment, elle a duré la descente presque 7 heures. C'est-à-dire la comète a tourné dessous. Donc nous, on ne voulait pas atterrir là, parce que ça, c'est les pieds, on va atterrir sur la tête. Donc ça descend, et l'atterrisseur va se poser, on espère, dans ce film au moins, à l'endroit qui a été prévu. Alors, effectivement, il arrive, il se pose, bientôt, et effectivement, on s'est posé à 40 ou 60 mètres de l'endroit qui était planifié. Donc, pour vous montrer la précision faite par au moins des calculs pour la séparation et pour descendre. Et là, normalement, je vais arrêter parce que, bon, là, on pensait qu'on va opérer, mais en fait, on avait un programme qui était bien prévu pour faire des mesures, mais en fait, ça ne se passait pas comme ça parce que la sonde a rebondi. Pourquoi? Parce que la pyro pour les harpons n'a pas marché et donc elle n'était pas accrochée au sol. Alors vous voyez, c'est la descente. C'est des photos qui ont été prises par la caméra Osiris et on descend donc jusqu'à la surface. Et voilà, donc là, il y a une photo qui a été prise comme la caméra Rollis quand on était à 3000 mètres au-dessus de la surface, et on voulait atterrir là. D'accord? On s'approche de la surface, c'est toujours Rollis qui fait ces photos. Et voilà, c'est la surface où on va toucher les sols.
encore les photos plus près. Et là, ce qui se passe, ça c'est la trace de l'atterrissage, la photo qui était prise par Osiris. Mais après, voilà, l'atterrisseur est parti. Il a rebondi, il est parti. Il a fait un petit voyage, donc heureusement, il est reparti à 48 cm par seconde. À 50 cm, il partait. Ça aurait été terminé. Donc, parce que la gravité, je n'ai pas dit, sur la comète est en gros 100 000 fois plus faible que sur la Terre. C'est-à-dire nos 100 kilos de l'atterrisseur représentent en gros 1 gramme sur la surface. Voilà. Et donc, 100 kilos de masse, 1 gramme de poids, d'accord? Voilà. Alors, on a notre atterrisseur qui bouge, encore une photo d'atterrisseur, et après, on ne sait plus où il est, donc on a utilisé d'autres instruments pour déterminer où il est. Alors ça, c'est la photo de la surface où il a atterri avant, et ça, c'est après. Donc la différence entre les deux images, vous voyez les traces ici qui ont été étudiées. Il y a un article qui a paru dans Science là, en juillet qui étudie ça. Et voilà, c'est encore, on a les photos avant l'atterrissage, même pas l'atterrissage, premier toucher en fait, et 15h23. Et ça a touché le sol à 15h31, et on a déjà, bon ça c'est le point qui était là où ça a touché, et après on est parti. Donc le problème qu'on avait, c'était de déterminer où est l'atterrisseur. Alors, dans la nuit, on sait que ça atterrit, parce qu'après, on a opéré pendant 63 heures avec là où c'était. Et nous, avec l'expérience qu'on sert, on a pu utiliser premier matin, donc on a eu des mesures parce qu'on était programmé d'opérer pendant la descente jusqu'à 40 minutes avant toucher, parce qu'on perturbait un instrument sésamé qui mesurait, qui devait donner le signal des moments quand ça touche, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et on était mis en marche plusieurs heures plus tard, parce que c'était programmé comme ça. Je dirais c'est dommage, parce qu'on aurait su rapidement où se trouve cet atterrisseur. Mais bon, donc la nuit on a opéré, on a eu des opérations à travers la comète, parce que les radars devaient fonctionner avec les signaux qui ont traversé la comète. Et à partir de ces signaux, nous avons pu trouver la région où en gros ça se trouvait. Donc ça a permis les premières recherches. Après, on a eu des mesures donc, obtenues par le magnétomètre OMAP qui a détecté les instants quand on a touché la surface, la première fois, la deuxième fois, etc. Et vous voyez ici, donc, on a touché à cet instant-là la surface. Après, on a reconstitué la trajectoire. Il y avait une collision ici avec une bordure des cratères, mais en fait, ce n'est pas un cratère, mais bon, avec une bordure de ces trous. Et on a atterri quelque part par là, d'après ce qu'on a reconstitué après, avec des vols, en gros, des centaines ou 150 mètres au-dessus de la surface. Donc on était vraiment, heureusement que la vitesse du rebond n'était pas plus grande, sinon on serait parti. Alors, une autre. Oui, c'est l'image avec les collisions, bon, et les cratères. Donc, il y a la bordure des cratères, et il y a les deuxièmes touchés et finalement, on s'est retrouvé par là. Donc, on a reconstitué cette trajectoire assez bien. Bon, ça, ce que nous avons fait, ce qu'on n'a pas publié, c'est l'ESA qui a publié sur son blog le matin. Les 13, en indiquant la zone que nous avons déterminée avec
concert. Au départ, c'était la grosse zone de losange ici, et après, on a affiné nos mesures jusqu'à là. Parce qu'une fois que nous avons fourni en gros la zone où on est, et l'ESA a demandé à l'atterrisseur d'effectuer des mesures de triangulation par les radars, par concert. Et donc, on a modifié les plans de manip. On a fait 3 manips en plus pour faire des mesures de distance, pour essayer de faire la triangulation. Donc, voilà. Alors, nous avons atterri dans un endroit qu'on ne connaissait pas à l'époque, on ne connaît pas beaucoup plus au jour d'aujourd'hui, pour être très, très, très clair. Donc, c'est les premières photos d'un instrument qui s'appelle Shiva, c'est la caméra sur l'atterrisseur. Vous voyez ici le pied de l'atterrisseur, ici. Et la structure ou la texture de la surface qu'on a ici. Ici, c'est cette fil blanc, c'est l'antenne des concerts en fait. Donc on a vu sur les images notre antenne. Alors une autre image ici, en fait le pied est là et c'est la lumière réfléchie sur le pied de l'atterrisseur qu'on voit ici sur la roche. Alors on ne savait pas où se trouve Lander et comment vraiment il a atterri. Donc, vous voyez ici, il y a la photo de Shiva. Donc, on a essayé de reconstituer un pied, deuxième pied, et le troisième pied quelque part là. L'antenne des concerts ici, qui est ici. Deuxième antenne des concerts. Donc, on a, à l'époque, c'est-à-dire il y a déjà quelques mois, on a tracé, disons c'est comme ça, c'était en fait incrusté dans un mur derrière une falaise en fait. Donc, en étudiant l'ensoleillement des panneaux solaires, parce que ça l'information on avait, qui venait avec les mesures, on pouvait savoir et prédire comment les panneaux solaires seront ensoleillés et comment ça sera chargé et comment les batteries seront chargées. Donc, voilà. Alors, les mesures, pas les mesures, oui. On a effectué des mesures pendant 63 heures. Et donc, avec les mesures des ROMAP, c'est-à-dire les mesures magnétiques, en comparant les champs magnétiques mesurés sur la sonde et ce qui est observé par ROMAP, on a pu reconstituer aussi la position, l'attitude de l'atterrisseur. On sait donc que cet axe-là, ce qu'on appelle l'axe Z, donc là où il y a le sommet de l'atterrisseur, est dirigé plutôt vers le mur. Ce qui n'est pas une très bonne chose parce que les antennes de communication sont là-dessus. Donc, il est probable qu'une partie des signaux, une partie des problèmes qu'on a aujourd'hui pour communiquer viennent du fait que les antennes de communication sont dirigées plutôt vers le mur. Si en plus Lander a bougé un tout petit peu, il y a beaucoup de raisons de penser que c'est le cas, et à ce moment-là, c'est ça peut-être ce qui explique qu'on communique pas d'une manière très, très continue. Alors c'est une autre image des positionnements de l'atterrisseur qu'on imagine, parce qu'en fait, on n'a pas les modèles de terrain, des très bons modèles de terrain proches de l'atterrisseur. On espère l'avoir quelque part en octobre et peut-être décembre, quand on pourra se rapprocher encore de la comète. Mais jusqu'à là, les modèles qu'on a ne sont pas suffisamment précis. Alors, de cette partie de la comète, je veux dire, parce que ce n'était pas bioéclairé, on ne pouvait pas faire de bonnes images. Alors, je vais parler des concerts assez rapidement. Donc, ce que nous faisons, donc, l'expérience, il s'agit donc d'étudier l'intérieur de la comète en propageant des signaux radio en 100 mégas à travers la comète. C'était ça l'idée qu'on a proposée en 1995. Comme c'était une idée à l'époque complètement nouvelle, ça ne coûtait pas cher.
pour être très précis. Ça ne consommait pas beaucoup d'énergie ni de masse. L'expérience pèse 3 kg sur la sonde, que si vous prenez une expérience excellente comme Rosina, qui pèse autour de 30 kg si ma mémoire est bonne. Donc, ou même plus. Voilà. Donc, comme c'était complètement nouveau, les gens n'étaient pas persuadés que ça va marcher, mais il faut essayer des choses nouvelles. Donc, du coup, cette expérience a été acceptée. Alors, l'idée, donc, c'est, on a construit, et donc sur la sonde, il y a une antenne, ici, et sur l'atterrisseur, il y a aussi une antenne, donc un monopôle ici, des monopoles ici, et une antenne croisée ici. Et nous avons communiqué entre les dés à travers la comète ou directement pendant la descente. Ça, c'est un peu une image comment ça fonctionne. Et effectivement, ça a fonctionné comme ça. Bon, la comète ici, c'est encore le vieux modèle, comme vous voyez. Alors, nous avons fait, premièrement, après la séparation, tout de suite après la séparation, on a commencé des expériences, c'est-à-dire on mesurait le signal direct entre la sonde et l'atterrisseur. Et ce signal direct, premièrement, nous a permis de voir si on descend d'une manière comme c'était prévu, parce qu'on connaissait les distances qui ont été planifiées. Donc, en gros, à 13 heures, quand on avait des descentes de données, nous savions que ça se passe correctement, parce que ça, c'est le temps de propagation entre la sonde et l'orbitaire, d'accord? Donc ça, c'est la puissance, les temps, on mesurait le temps, et ça, c'est la puissance du signal. Alors, le temps est ici, en microsecondes, ou en UTC exactement, parce que c'est tracé. Bon, c'est des traces de puissance du signal. Alors, pourquoi on voit cette périodicité qui apparaît ici? C'est un peu compliqué. On a une antenne sur l'orbitaire et une antenne sur l'atterrisseur. Et comme l'atterrisseur tourne sur lui-même, parce qu'il y avait... Donc, les lobes de l'antenne changent. Donc, on a la variabilité de la puissance parce qu'on voit des trous dans le lobe. Et ces trous-là, on voit ici. Ça nous permet de déterminer la périodicité de rotation, la période de rotation, et aussi la puissance. Bon, au bout, juste avant l'atterrissage, disons quand on était à des kilomètres au-dessus à peu près, on a des mesures aussi de réflexion de surface qu'on interprète. Alors voilà, la rotation, tout ce qu'on peut dire, qu'on s'est aperçu que la période de rotation diminue. Et ça, jusqu'à là, on ne comprend pas. Disons, ce n'est pas à nous de comprendre, mais les gens qui ont construit l'atterrisseur, ils ne comprennent pas pourquoi la période diminuait. Et ça peut être un peu l'effet de mesure, mais je ne crois pas tellement, vu la position, la direction des antennes entre l'antenne de l'orbitaire et l'antenne de l'atterrisseur, parce que, en plus, les ROMAP a mesuré à peu près les mêmes périodes que nous. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement, bien que la roue inertielle devrait tourner à la même vitesse. Il n'y a pas de raison pour que la rotation de l'atterrisseur change. Alors, les mesures qu'on sert, c'est... Ok, c'est comme ça ça montre comment... Bon, c'est une simulation qu'on utilise pour interpréter les données. Alors, je vais vous expliquer. Donc, voilà, on a notre atterrisseur qui est assis ici, et il y a un échange de signaux à travers la comète et la sonde qui bouge sur l'orbite, mais en fait, c'est plutôt la comète qui tourne parce que la sonde bouge sur l'orbite très, très lentement. Donc, vous voyez, il y a les signaux qui se propagent à travers la comète, à travers les lobes, après à travers les corps, et on mesure ces signaux en temps sur la sonde, avec l'instrument qu'on sert. Et on les interprète. Donc, on a eu des mesures. On a eu des mesures qu'on est en train encore d'interpréter. Donc, pour le moment, nous avons interprété les meilleures mesures, évidemment. C'est-à-dire, je vous montre ici les signaux
et qu'on a mesuré dans la soirée. Donc ça, c'est la puissance du signal en couleur. Le temps d'arrivée, qui est de l'ordre de 60 quelques microsecondes, qui change. La puissance qui disparaît avec le temps. C'est-à-dire quand des signaux rentrent ici, l'atterrissage atteint ici, le signal se propage à l'intérieur de la comète pour sortir où c'est vert. Nos signaux, ça c'est des signaux quand c'est marqué en vert. On a des signaux très bons, encore interprétables, qui sont en jaune. Orange, c'est plus difficile, et le rouge, c'est dans le bruit. Alors, il nous faut interpréter ça. Pour le moment, nous avons interprété essentiellement le temps de propagation. Parce que le temps de propagation nous donne la constante diélectrique. La vitesse de propagation dépend de la constante diélectrique du milieu. Donc, en mesurant le temps de propagation, nous avons l'accès essentiellement à la partie réelle de la constante diélectrique. L'absorption, c'est la diminution de l'amplitude. Mais nous avons interprété le temps parce que l'interprétation de l'amplitude est plus complexe, dans ce sens-là, que nous ne savons pas comment l'ondaire est assise sur la surface. Et le gain de l'antenne dépend de comment elle est assise sur la surface. Donc, il nous faut faire beaucoup de calculs pour voir combien on perd sur la désadaptation en polarisation entre les deux antennes. Et là, on peut perdre beaucoup, évidemment. Donc, on est en train de faire ces calculs pour pouvoir interpréter la variabilité de l'amplitude. Alors, et bon, ça, c'est un signal. Donc, on a eu des mesures, en fait, très, très bonnes, le matin et le soir et dans la matinée. Et donc, on peut interpréter des parties du lobe. Un résultat qui, à mon avis, est vraiment pratiquement le plus important de ces mesures, ça veut dire, c'est le signal de calibration, on peut dire. Vous voyez comment il est très étroit, c'est en temps et la puissance. Et nous avons des mesures, des signaux qui sont pratiquement identiques au signal de calibration. Là, il y a la propagation multi-chemin, donc on a plusieurs chemins de propagation, mais qui peuvent résulter de l'effet de surface, en fait. Donc, en regardant cette forme du signal, nous pensons que le signal, qu'il n'y a pas de diffusion pratiquement de ce signal à l'intérieur de la comète. Ça veut dire que le millier à l'intérieur des comètes est plutôt homogène. Il y a peut-être une petite variabilité de la constante diélectrique. Il y a un autre papier qu'on vient de publier dans A qui admet qu'il y a peut-être une variabilité, mais une variabilité lente. Ça veut dire que le millier est essentiellement homogène. Là, c'est nos mesures de temps d'arrivée qu'on a eues. Donc là, ici, le temps d'arrivée avec plusieurs chemins ici. Là, ici, il y a essentiellement un chemin dans la matinée. Et on a interprété ces données. Donc, on arrive à des conclusions que je crois sont assez importantes. Que premièrement, la tête, on a traversé que la tête de la comète, on peut dire. On a étudié la tête de la comète, est plutôt homogène, avec une constante diélectrique extrêmement faible. 1,27. 1,27, ça veut dire 1, c'est le vide. Donc 1,27, la glace pure, c'est 3. Donc voilà, 1,27, ça veut dire qu'on a, on a fait des simulations, évidemment, pour comparer nos temps de mesure avec nos simulations. Donc on a le modèle du noyau. Ce modèle nous est donné à partir d'Osiris, qui a construit un modèle assez précis avec des résolutions métriques au jour d'aujourd'hui de la surface qui a été observée. Il y avait des parties de surface qui n'étaient pas observées, mais donc à partir de ça, on introduit les propriétés électromagnétiques des matériaux et on calcule la propagation et on compare avec concert. Et on essaye de fitter les dés pour arriver à des valeurs des constantes diélectriques. On ne peut pas inverser complètement parce qu'on n'a qu'une orbite. On peut pas faire on pensait avoir plusieurs orbites, donc on pensait pouvoir faire une tomographie de la comète. Mais avec une orbite, on ne fait pas une tomographie. Donc on déduit les valeurs plutôt moyennes des constantes diélectriques, etc. Avec cette méthode aussi, on a pu déterminer la position où se trouve
le lander, où il a atterri. Donc, c'est une sorte de triangulation, mais à travers la comète qu'on a fait, avec des mesures qu'on a eues. Et on arrive à le localiser avec 30 sur 20 mètres précision, avec le point rouge qui est pour nous le plus probable, mais ça peut être à côté, évidemment. Et bon, après, pour interpréter la permittivité, nous avons utilisé des constants diélectriques des matériaux qu'on connaît, des météorites, des matériaux qu'on a mesurés au labo. Et on a déduit, voilà, la chose suivante, que bon, ça vient directement des mesures. Et là, c'est des déductions qu'on fait à partir de la masse de la comète, disons de la densité de la comète et de nos mesures. On arrive à, voilà, qu'on a les poussières sur glace, les rapports volumiques qui varient entre 0,4 à 2,6. Je parle ici des rapports volumiques, pas en masse. Souvent, les autres publient les rapports en masse, qui est plutôt 4 plus ou moins D. Que les rapports volumiques varient comme ça. Nous pensons qu'on est plutôt analogue des poussières qu'on a à l'intérieur, c'est plutôt les chondrites carbonées. Et je dis bien analogue, ça veut dire la constante diélectrique des chondrites carbonées correspondrait à ce que nous mesurons. Et on arrive à des porosités qui sont de l'ordre de 75 à 4,25%, donc c'est porosité beaucoup plus élevée. Voilà, c'est par rapport au concert. Maintenant, j'ai encore, j'espère, au moins 15 minutes. Je vous parlerai maintenant d'autres observations. Alors, ce qui s'est passé au moment des premiers touchés, les poussières se sont élevées, parce que quand ça a touché, il y a des poussières qui se sont élevées. Il y a un instrument spectromètre de masse, que vous voyez ici, qui a aspiré les gaz, ou les poussières plutôt, et les analysé. Donc, ça, ce sont des mesures le 12 novembre, c'est-à-dire au moment quand on a touché. Donc vous voyez le spectromètre de masse, ça c'est les masses que ce spectromètre mesure. Le 14 novembre, c'est des mesures déjà à l'endroit où il était assis, c'est-à-dire là c'est les poussières qu'il a aspirées, là c'est l'endroit où il était assis, et là, le 16 octobre, c'était dans l'espace encore de calibration. Donc du coup, vous voyez, bon, il y a des différences entre le rouge et ici violet, mais les plus grandes différences, c'est quand on fait des études de ces poussières qui ont été aspirées. Et l'analyse publiée dans Science était ce qu'ils ont mesuré. Ils ont mesuré plusieurs matériaux organiques connus avant, et ils ont mesuré aussi des matériaux organiques inconnus avant. C'est-à-dire, ça a permis de déterminer le nouveau matériau organique sur la surface de la comète. On sait aussi que Rosina a fait beaucoup de mesures aussi dans l'espace. Rosina, là, COSAC mesurait sur la surface. Par contre, Rosina, c'est un instrument spectromètre de masse qui fait des mesures in situ, mais dans l'espace, et il détecte aussi des poussières. Et ces poussières sont composées essentiellement des carbone, hydrogène, oxygène, azote et soufre. On sait que ce sont des chaînes de carbone longues, comme on a vu dans les mesures des COSAC. Ce sont aussi des matériaux, il y a des matériaux polyaromatiques, pardon, je me trompe toujours. Et je ne suis pas chimiste. Et on a détecté la glycine, et peut-être il y a d'autres aminoacides. L'azote est rare plutôt. Voilà. Bon,
Et il y a le soufre avec la chimie complexe. Donc c'est des résultats de Rosina en fait. Après, on revient à l'atterrisseur. Il y a une expérience qui était Mupus, qui s'appelle Mupus, donc il est assez intéressant parce que bon, il y avait un pénétrateur qui devait pénétrer la surface. On sait qu'il n'a pas pénétré vraiment la surface. Alors là, on pense que ça vient de la dureté de la surface. Le fait que l'atterrisseur a rebondi, ça signifie que sous la couche de poussière qui était en gros de 20 cm, il y a la surface qui est la surface dure. Dure, c'est-à-dire c'est plutôt la glace poreuse, on pense, la dureté de la glace poreuse, qui représente avec la dureté de quelques mégapascales. C'est ce qui était déterminé par Mupus. Mupus aussi avait mesuré les températures. Et bon, il y avait aussi des instruments sur les harpoons, mais ça, les harpoons n'ont pas marché, donc on n'a pas trop de résultats. Ça montre, par exemple, la mesure des Mupus montre la variation de température entre la nuit et le jour sur la surface. Et bon, ça couvre, ça c'est l'image qui est tendue entre 4 heures et 6 heures et demie, que ça c'est la totalité, vous voyez la variabilité. Ici, on voit la variabilité vraiment entre la nuit qui peut varier entre 40 degrés en gros entre le jour et la nuit, et la réponse ici plus près disons de lever est comme ici d'une trentaine de degrés. Et ce qui est important, disons, ce qu'ils ont déterminé, l'inertie thermique. L'inertie thermique qui est très, très petite par rapport à objet, elle est petite. Et ça veut dire que la température ne pénètre pas énormément dans la subsurface. Et voilà. Là, ce sont des mesures de champ magnétique faites sur la sonde. Il y a un instrument plasma qui s'appelle, c'est un magnétomètre en fait, qui mesure la fluctuation du champ magnétique vu là où il y a la sonde. Et là, c'est des mesures du champ magnétique observées par ROMAP. Et c'est en utilisant ces mesures-là que ROMAP a pu déterminer l'attitude des landers. Donc, en comparant avec les mesures sur la sonde. C'est des mesures de plasma. D'autres mesures qui étaient faites, ça c'est des mesures qui ont été faites par Rosina, où on mesure les rapports d'essurage. Alors, on pensait, bon, notre comète vient de la famille de Jupiter. Et il y avait des mesures précédentes qui suggéraient que les rapports d'essurage dans l'eau sur les comètes famille Jupiter étaient proches du rapport terrestre. Bon, il s'est avéré que pour notre comète, ce n'est pas le cas. C'est des mesures Rosina. Je ne sais pas, on pensait que peut-être ça va changer, je ne connais pas de nouvelles mesures. Ce sont des premières mesures qui ont été faites encore, disons, en novembre l'an dernier, c'est-à-dire avant qu'il y ait des émissions, que la comète s'approche du Soleil et qu'il y a des jets. Donc, peut-être maintenant, quand on observe ces rapports d'essurage pour les parties qui viennent de l'intérieur de la comète, ça peut peut-être changer, je ne sais pas. Donc, là aussi, des mesures... Qu'est-ce qui s'est passé là? Encore des mesures de Rosina. Vous voyez, pendant une année, donc des distances presque de 4 unités astronomiques jusqu'au périhélie, le changement des productions des particules. Et à partir des expériences, COPS et Rosina, en fait, et MIRO, c'est les micro-ondes. Et vous voyez, c'est pratiquement exponentiel quand on se rapproche vers le Soleil et ça suit bien la courbe. C'est un comportement tout à fait
je dirais, ordinaire, d'une comète assez ordinaire qu'on a observé. D'autres observations qu'on voit ici, c'est des températures observées par l'instrument MIRO encore. Et donc on a là c'est les mesures dans l'espace, on est presque à zéro absolu, c'est les températures d'antenne en Kelvin, ici. Après, on rentre dans la zone qui n'est pas éclairée par le soleil. On a des températures qui sont des températures de 20 à 40 degrés Kelvin. Et quand on rentre dans la partie ensoleillée, la température monte jusqu'à 120 degrés Kelvin. Donc, c'est des observations, donc c'est la variabilité, sur quelle, disons, contrainte thermique la surface de la comète est imposée. Bon, ça, je vais sauter parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais vous montrer ici aussi la surface, parce que la surface est extrêmement curieuse. Et la géomorphologie de surface permet, d'une certaine manière, ou permettra de comprendre des processus à l'intérieur. Vous voyez, là, il y a des fossés qu'on voit sur la surface, il y en a pas mal. Il y a d'autres aussi structures dans une autre région qui sont assez profondes. Et on continue, on a des dunes, on pourrait dire qu'il y a des dunes, et on a des phénomènes de surface que je vous montrerai sur les diapos suivants. Ce qui est aussi intéressant, qu'on peut avoir des surfaces extrêmement lisses, extrêmement rugueuses, comme si ça représentait de la lave ou d'autres processus. Et tout ça, c'est étudié par les géomorphologues, disons morphologues des comètes, je dirais maintenant. On voit des fractures dans les parties de la tête de la comète. Ce n'est pas vraiment des fractures, on en discute, qu'est-ce que c'est. Bon, on voit des traces comme ça qui ressemblent à des fractures, mais c'est peut-être pas vraiment des fractures. Et on a des jets. On a vu déjà sur les comètes Halley, il y a des jets, et c'est des mesures de jets. Les jets, par exemple, le 29 juillet, là, il y a un jet très collimaté. Il y a des jets un peu qui se trouvent sur la surface dans beaucoup d'endroits ou larges. C'est des observations des jets. Et la question, comment ces jets sont générés, pourquoi ils sont aussi collimatés, comment ça s'est fait qu'on a des jets dans plusieurs points, en fait couvrant pratiquement toute la surface, ou c'est demi-surface. Tout ça, c'est des travaux qui continuent. C'est le jet qu'on a vu déjà du 29 juillet. Et ce sont des photos faites par Osiris. Ça vous montre la qualité des images qu'on fait à des distances entre 10 km. Maintenant, on est beaucoup plus loin. Maintenant, on est plutôt à 300 km. Et on va aller plutôt vers 600 km. On y est déjà peut-être. Mais parce que l'activité des comètes est très grande, donc vous allez voir, donc encore un jet. Et là, quand je parle de l'activité de comète, vous voyez, en juillet, on détecte les cailloux qui ont été éjectés de la comète à des dimensions métriques. Donc, c'est-à-dire des gros blocs sont éjectés par les jets dans l'espace. Donc évidemment, ça pose des problèmes pour la navigation parce que les responsables de la sonde ne veulent pas s'approcher des cailloux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc du coup, bon, ça mène à des discussions épiques, mais bon. Donc on a, voilà, les cailloux qu'on voit en septembre dans l'espace, et tout ça a été éjecté de la comète. Donc pour continuer, bon, là, en fait, c'est un des modèles qu'on discute. Quel est le processus d'éjection? On aurait des poches de gaz. Quand on parle des gaz, on passe plutôt au CO2, mais on ne sait pas, qui serait, parce que le CO2 sublime plutôt que des H2O. Donc on aurait des poches de gaz
qui finalement ouvre des chemins pour réjecter, faire des jets dans l'espace, de la matière plus de gaz. Alors, encore une autre chose, une autre étude par Thomas, la vitesse d'éjection, pour créer la partie couverte par les poussières ou la partie des dunes, par exemple, il faut du vent, si c'est des dunes. D'accord ? Donc, ils ont calculé comment si on a des éjections qui viennent du cou, comment ça va alimenter les dépôts de poussières sur la surface. Donc, en gros, tout ça, si on éjecte ici à des vitesses 70 cm par seconde, on alimentera cette partie de la comète. Par contre, à 1 mètre par seconde, on est parti dans l'espace. Donc, et ça, ce sont des mesures des Rosina encore. Vous voyez là les éjections, pendant l'éjection, comment les H2O, H2S et CH4 augmentent, c'est-à-dire toutes les molécules qui sont éjectées de l'intérieur de la comète. Et on sait, là je n'ai pas d'image ici, c'est une autre image qui compare aussi l'éjection par d'autres instruments qui mesurent l'augmentation des H2O pendant les jets. Et on sait que partie sud, quand on observe ce qui est éjecté, c'est plutôt du COD. Donc, bon, je vais passer. Oui, je vais m'arrêter, je pense, là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, on fait des observations. Et en août 2014, voilà une partie de surface qui est bien plate. On ne voit rien ici. Il y a des structures rondes qui commencent à apparaître en octobre. Après, on a des traits comme ça qui commencent à apparaître. Et en janvier, ça devient aussi grand. Tout ça se déplace. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Un autre exemple. Vous voyez, là on a une sorte de rond qui se crée en juin. Le 5 juin, il s'agrandit. Le 13, encore plus. Il y a un autre qui apparaît ici. Encore plus. Vous voyez, ça bouge. Alors, quel est le phénomène à l'origine de ces modifications de la surface? On ne sait pas encore aujourd'hui. Donc, et bon, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les mesures de particules. Je n'en ai pas parlé, mais il y a des instruments comme Cosima à bord des Rosetta qui mesurent les particules et les étudient avec le microscope. Alors, ce qu'on voit ici, quand ces particules arrivent dans l'appareil de mesure, quand ils sont plus petits que 50 microns, ils sont conservés. Après, entre 150 et 100, et ça se casse en petits morceaux, et encore, il y a plus de fragmentation quand c'est plus grand. Donc, l'instrument étudie ces particules qui sont très, très poreuses. Vraiment, il y a des matériaux réfractaires, mais très très poreux en créant des particules un peu grandes au sens des dimensions, parce que 50 microns, 100 microns, c'est pas petit, et créant mais pas qui se fragmentent très très facilement en fait. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici parce que je parle déjà 1h10. Bon, merci de m'avoir écouté.